Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Le déclenchement des élections provinciales où Pauline Marois brigue cette fois un mandat majoritaire a brusquement connu un vif regain d'intérêt avec l'annonce de la candidature de Pierre-Karl Péladeau sous les couleurs du PQ, d'où la une du journal de Montréal, PKP au PQ, que je me suis permis de reprendre tellement elle était délicieuse. Soudain, beaucoup de monde, amis ou ennemis, ont compris le sens et l'enjeu de cette nouvelle qui semble changer la donne fondamentalement, notamment en réintroduisant l'idée que l'indépendance politique pourrait recevoir une caution économique qui lui fait officiellement défaut. C'est sans doute aller un peu vite en affaires, mais écoutons Mathieu Bock-Côté là-dessus. Mathieu, bonjour. Bonjour. Je devine que vous devez boire un peu de petit lait, non? Voyant cela, c'est-à-dire le mouvement souverainiste avait deux problèmes depuis quelques années. Le premier, c'est qu'il lui manquait effectivement ce genre de caution économique. Très souvent, quand les souverainistes avaient une caution économique, c'était celle de professeurs d'université, d'économistes, mais des figures du monde des affaires, il lui en manquait. Oui. Et deuxième élément, le mouvement souverainiste avait perdu l'esprit de coalition. C'est-à-dire, c'était un mouvement qui était de plus en plus marqué à gauche et qui n'était pas capable de rejoindre des franges plus conservatrices de notre société. Et la candidature de Pierre-Karl Péladeau vient bouleverser le jeu politique complètement en donnant cette espèce d'élan aux souverainistes, à la fois en redonnant cette crédibilité qui manquait peut-être un peu au projet national, et deuxièmement, en montrant qu'il n'est pas nécessaire de réciter le catéchisme social-démocrate pour être souverainiste. Alors c'est un moment politique important, non seulement pour cette élection, mais je crois dans l'histoire récente du Québec. Alors commençons par le commencement, Mathieu, si vous voulez bien. Qui est PKP? Ah mon Dieu, c'est le patron de Québécois, l'héritier de Québécois, mais qui a transformé complètement cet empire en lui donnant une portée immense. C'est très certainement un homme à la tête d'un empire de presse et ainsi de suite, à la tête d'un empire économique, si on veut reprendre cette formule. Oui. Et on lui prêtait depuis des années des convictions souverainistes. Mais lui-même, à cause de sa situation en affaires probablement, ne pouvait jamais les confirmer. Cela dit, depuis quelque temps, depuis un an, il multipliait ici et là des déclarations, des phrases qui laissait de plus en plus transparaître clairement ses convictions nationales. Et quand on l'a vu en conférence de presse dire le point levé, faire du Québec un pays, on sentait que c'était une espèce de cri du cœur longtemps refoulé qui pouvait enfin s'exprimer. Il y avait quelque chose de beau à voir, là, d'ailleurs. J'imagine, oui. Encore que il a quand même laissé quelques mauvais souvenirs, notamment lors du lockout du Journal de Montréal. C'est pas tout le monde qui apprécie cette nouvelle-là, en tout cas. Je nuancerais, c'est-à-dire très certainement, on est devant un homme qui polarise. Et le propre, d'ailleurs, je dirais, des grandes personnalité, c'est de polariser inévitablement. On devient rarement grand en une figure publique importante dans son pays sans se faire quelques ennemis. Le fait est toutefois que je constate dans la gauche souverainiste même, c'est pas le cas chez Françoise David évidemment, mais dans la gauche souverainiste même, il y a un enthousiasme véritable à l'idée qu'une figure aussi importante se rallie au projet national. Et on l'a vu d'ailleurs dans la lettre signée par les Landry, Larose et compagnie, Jean-Paul Lallier, qui disent on peut avoir telle ou telle critique à son endroit, mais fondamentalement, c'est une des meilleures nouvelles qui est arrivée à la cause souverainiste depuis très longtemps. Alors, oui, évidemment, il porte une vision de la société, il porte une critique du modèle québécois. J'aime rappeler que le camp souverainiste doit être capable de parler à tous les Québécois, et pas simplement à ceux qui seraient liés à la social-démocratie. Alors ça, c'est pas seulement théorique, être capable de rassembler les gens. On peut dire théoriquement, on est ouvert à la droite, on est ouvert à la gauche. Bon, mais là, on va mettre dans le même caucus Jean-François Lisée et Pierre-Karl Péladeau, et là, on va voir ce que ça veut dire travailler au-delà de la gauche et de la droite pour la nation. Est-ce qu'on peut voir chez lui un gestionnaire sans âme, un sale capitaliste, entre guillemets, ou pas? Je ne crois pas. Bien franchement, on connaît, en fait, peut-être on ne connaît pas assez son engagement pour les arts, pour les lettres, pour la vie de l'esprit, la vie de la culture au Québec depuis quelques années. Deuxièmement, on est devant un homme qui est manifestement ce qu'on pourrait appeler un capitaliste enraciné. Un capitaliste enraciné, c'est-à-dire, on n'est pas devant quelqu'un qui fonctionne selon les codes des nouvelles élites transnationales déracinées et ainsi de suite. Pierre-Karl Péladeau est manifestement un patriote, manifestement un homme attaché à la culture, à l'enracinement, à la nation, à l'identité. Alors, une fois que c'est dit, c'est pas un dieu, c'est pas un saint. Des gens peuvent apprécier, ne pas apprécier. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas devant la caricature du capitaliste sans âme que certains aiment bien faire pour le diaboliser. En fait, Pierre-Karl, en fait, c'est pas Karl Marx, la référence. Il paraît, et il faut vérifier ce que je dis, ça serait emprunté à Karl Stern, qui avait étudié avec ou travaillé avec le docteur Penfield dans les années 50. Ça vous dit quelque chose, tout ça?
Ben, j'avais déjà entendu plusieurs rumeurs sur son nom et ainsi de suite. Pour le reste, vous me permettrez de ne pas spéculer trop sur les origines de tout cela. Je me contente de non, mais le symbole politiquement la portée de cette candidature. Sauf que le symbole, Mathieu Bock-Côté, va tout à fait dans ce que vous dites. Québécoise. Oui, mais le symbole va tout à fait dans ce que vous dites, en tout cas. Oui, ben, je vous dirais une chose qui est assez fascinante, c'est la réaction des adversaires. Ah. Pendant les premières heures, on voyait chez les libéraux un sentiment de panique absolue. Chez les gens de la CAQ, de François Legault, c'était de la déception. C'était, mon Dieu, pourquoi il n'est pas avec nous? Chez les gens de Québec solidaire, on a eu la tentation de le diaboliser. Amir Kadir l'a comparé à Khomeini, ce qui témoigne encore une fois de ce talent en outrance. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a eu cette idée, alors on va attaquer sa crédibilité. On va prendre un problème éthique circonstanciel que Péladeau croyait avoir réglé en disant une fiducie sans droit de regard pendant le temps où je serai en politique. Et là, on dit, on va le forcer à choisir entre sa vie politique et son empire. On va le forcer à se dire, si vous voulez aller en politique, vous devez vous dépouiller de tout ce que vous avez fait jusqu'ici dans l'existence. Julie Boulet, c'était ça son cas. En effet, il y a dans ces matières, je ferai deux choses. Premièrement, est-il légitime, réfléchissons plus largement, de demander aux hommes d'affaires qui arrivent en politique d'abandonner tout ce qu'ils ont fait auparavant en leur disant, en voyant systématiquement, en programmant systématiquement l'idée qu'il y aurait partout des conflits d'intérêts. Une fois qu'on a un homme politique, ou tout le moins un homme d'affaires qui dit « je mets ça, j'ai pas de droit de regard sur tout ça », est-ce qu'il est légitime de trouver de tels arrangements? Mais Mathieu, ça a déjà été demandé à d'autres politiciennes. Non, mais je sais qu'il y a tout ça, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut une réflexion plus générale sur le rapport entre les hommes d'affaires et la vie politique. Et deuxième élément, est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on parle de Québécois? Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que cet empire majeur pour la vie culturelle, la vie des idées, pour les médias et ainsi de suite au Québec tombe dans des mains étrangères? Moi, ça m'inquiéterait terriblement de savoir que un capital étranger finalement récupérerait ça. Je ne suis pas certain que ce serait une bonne nouvelle pour la culture québécoise. Donc, il faut éviter ici de tomber dans ce piège. C'est-à-dire, certains ont décidé de politiser, d'instrumentaliser la question légitime de l'éthique en disant finalement, on va neutraliser la signification politique de la candidature de PKP, signification politique majeure, pour transformer ça simplement en problème éthique. Et vous serez blogueur donc pour un étranger alors? Oui, il y a quelque chose, mais notez bien. Je vois mal là-dedans, vous. On nous dit, aux chroniqueurs et blogueurs du Journal de Montréal, Journal de Québec, on nous dit quelque chose comme « vous êtes désormais prisonnier et ainsi de suite de votre patron, vous n'oserez pas le critiquer ou quoi que ce soit ». Je constate que dans les pages du journal, à peu près chaque chroniqueur, chaque blogueur, très librement, donnait son avis sur la portée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non? Qu'est-ce que c'est la signification de cette candidature et ainsi de suite. Donc, le Journal de Montréal, qui a une diversité d'opinions assez majeure, c'est-à-dire il n'y a pas de ligne éditoriale, il ne faut pas l'oublier, eh bien, cette diversité d'opinions, elle était là avant que Péladeau aille en politique. Je ne vois pas pourquoi elle ne survivra pas à son éventuel retour à la vie des affaires dans quelques années. Donc, j'imagine, Mathieu Bock-Côté, après tout ce que vous racontez, c'est que la comparaison avec Berlusconi et son empire médiatique ne tient... Attendez, laissez-moi finir, ne tient pas la route. Je crois que... D'autant, il ne faut pas... C'est quoi cette idée comme quoi les hommes d'affaires n'auraient pas le droit d'aller dans la cité, d'aller en politique, pour autre chose que simplement défendre leurs intérêts particuliers. On voit manifestement que Pierre-Carl Péladeau ne va pas en politique pour avoir sa limousine. Il en a déjà une. Il ne va pas en politique pour défendre ses intérêts particuliers. Il les défendait très bien manifestement à la tête de son empire. Il va en politique comme citoyen. On oublie que les hommes d'affaires sont aussi citoyens souvent, d'un côté comme de l'autre. Il y va parce qu'il y a une conviction profonde qui est celle de l'indépendance du Québec. Bon. Eh bien, devant cela, est-ce qu'on devrait placer une forme de censure en disant « oui, mais votre carrière jusqu'à présent ne vous permet pas d'intégrer la cité » quand même. Ben justement, alors, voyons sur pièce, parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut en politique. Hein? Ah ben ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, il arrive en campagne. La campagne du PQ jusqu'ici était programmée sur 2 axes. Stratégie identitaire plus promesse de bonne gestion de l'État. Or, Péladeau arrive, et là, il brandit le point droit et dit on va faire du Québec un pays. Ça bouleverse complètement le jeu politique. Alors là, au Canada anglais, on dit est-ce que c'est lui qui va détruire le Canada? Les fédéralistes ont une réaction presque hystérique devant lui. Mais on oublie une chose, c'est qu'en recentrant la campagne sur la souveraineté, le Parti québécois lui-même n'était pas préparé à faire campagne sur la souveraineté. La réflexion, par exemple, sur les frontières d'un Québec souverain, les institutions d'un Québec souverain, la monnaie d'un Québec souverain, cette réflexion-là, elle n'a pas été mise à jour depuis longtemps au Parti québécois. Donc, il ne semble pas capable, pour l'instant, puis ça reste à voir,
prendre pleinement contrôle de son propre message. Il se fait presque, on dirait qu'il a été débordé finalement par les conséquences de la candidature PKP. Reste à voir pour le reste de la campagne comment il va jouer la question de la souveraineté. Autre question, le PQ qui était marqué au centre-gauche, enfin social-démocrate, féministe, écologiste et tout ce que vous voudrez, avec un nouveau venu comme ça qui risque de drainer d'autres entrepreneurs à sa suite, comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir l'unité d'un groupe qui va tirer à U et à dia? 1968. Quand le Parti québécois est créé, il y a d'un côté le MSA, le Mouvement Souveraineté Association de René Lévesque, qui est un mouvement de centre-gauche, libéral technocratique de l'époque, et de l'autre côté, on a le Ralliement national de Gilles Grégoire, un parti populiste de droite. Bon. Eh bien, au nom de la cause nationale, ces gens-là ont été capables, finalement, de bâtir un programme commun transcendant, justement, le clivage gauche-droite à certains égards, du moins dans les premières années, dans un programme, appelons ça, de franchissement national. Oui. Et je suis inquiet, moi, de ceux qui veulent dissoudre toute la réalité dans le clivage gauche-droite, comme s'il n'y avait pas moyen d'en sortir, comme si une nation n'avait pas néanmoins des lieux communs, des points des intérêts objectifs partagés. Non, on veut tout dissoudre dans le clivage gauche-droite. Moi, je me réjouis de voir des gens qui ont des idées opposées sur l'organisation de la société, néanmoins savoir se rassembler autour de la question nationale. Ça nous témoigne de l'importance de la question nationale, qui n'est pas une fausse affaire, pour reprendre le vocabulaire étrange des libéraux. Je ne veux pas jouer sur les mots, mais vous dites sortir du clivage. Vous ne pensez pas qu'il serait plutôt question de résoudre, de dissoudre et de prendre la profondeur plutôt que de sortir de ce clivage? Il faut l'assumer pour le dépasser. Oui, évidemment qu'on sait que toutes les tendances qui se rassemblent là ne disparaîtront pas. Ce que je dis, c'est que la question nationale donne une possibilité de transcender le clivage gauche-droite. De le transcender, ça ne veut pas dire de l'abolir, mais il est nécessaire, quand on décide de porter un projet d'émancipation nationale, de ne pas se laisser enfermer dans le clivage gauche-droite et d'amener chaque tendance, disons, à voir ce qu'elle a en commun avec les autres, c'est-à-dire justement la question de la nation, qui n'est pas une question vide, qui n'est pas une question si abstraite que ça, qui est le lieu fondateur de l'identité collective, de l'existence collective. Alors je crois que ce clivage, il ne disparaît pas, mais il est désormais possible, politiquement, de le transcender. La candidature de Pierre-Carl Péladeau, il faut le dire clairement, elle bouleverse le jeu politique. On va voir si c'est pour le meilleur ou pour le pire plus globalement. Mais pour le mouvement souverainiste, c'est la meilleure nouvelle depuis très longtemps. C'est la première fois que le mouvement souverainiste trouve un homme qui va être capable de porter un discours capable d'apaiser les peurs économiques liées à l'indépendance. À Ottawa, les conservateurs de Harper sont en joli pétard et ils parlent d'une volte-face et la comparent à celle de Bouchard. Indépendamment de ça, entre Bouchard et Péladeau, il y a quand même certains traits de personnalité qui se ressemblent. Oui, mais c'est ce qu'on dit. On dit que nous sommes devant deux hommes qui sont charismatiques, deux hommes qui seraient potentiellement colériques, qui ont une culture, de l'autorité, qui tolèrent mal des numéros 2. Non, mais aussi des hommes de culture aussi. Oui, ben alors voilà, ça c'est l'autre élément. On est aussi devant deux hommes qui nous rappellent une chose, c'est que, appelons ça ce qu'on appelle le centre-droit, ou la droite, appelez ça comme vous voulez, ne se laisse pas caricaturer dans le portrait d'un économicisme étroit. Bouchard est un homme immensément cultivé, d'une culture littéraire, d'une culture historique fascinante. Du côté de Péladeau, on est devant quelqu'un qui a une formation en philosophie, qui est passionné par les arts, par les lettres, et ainsi de suite, d'un homme qui cultive un certain sens de l'histoire, un rapport à l'histoire. Alors, nous avons ici deux incarnations de ces... et là, c'est mon vocabulaire plutôt que le leur, oui. Mais d'un conservatisme tout à fait honorable, c'est-à-dire un souci tout à fait réel de la santé des finances publiques, de la gestion de l'économie, mais on sait que la vie politique, que la cité ne se réduit pas à l'économie. Et cette distinction élémentaire entre d'un côté la cité, de l'autre l'économie, évidemment il y a des interactions, mais l'une ne se fond pas dans l'autre, c'est la distinction qui permet de distinguer entre les bons gestionnaires et les hommes d'État. Pauline Marois a fait un bon coup avec cette mise en candidature de Péladeau. Est-ce que c'est un bon coup qui peut se retourner contre elle, vu la personnalité rayonnante de Péladeau? Ah, c'est une excellente question. Est-ce que finalement, Pierre-Carl Péladeau va devenir le chef officieux de la campagne? Est-ce qu'il va devenir... On sait qu'il arrive dans la campagne et d'un coup, il a imposé tous ses thèmes et ça a forcé le Parti québécois pendant quelques jours à parler comme une forme de pré-campagne référendaire. C'est ça. Le Parti québécois n'est pas préparé, je l'ai dit, sur ces thèmes-là. Donc là, il se laisse facilement déborder. Est-ce qu'il va être capable de reprendre le contrôle de son message? Pour reprendre le terme sportif, en ce moment, personne ne contrôle la rondelle. Bon, alors personne ne contrôle véritablement les thèmes du débat, les termes du débat.
est-ce que c'est possible que cette candidature, mettant l'accent sur la souveraineté, dans un Québec qui n'est pas majoritairement souverainiste, favorise le Parti libéral qui jouerait sur la peur référendaire? Ce n'est pas impossible. Il n'est pas possible pour l'instant de trancher. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est... Vous savez, l'imprévu en politique, c'est fondamental. Hein. On a quelquefois l'impression que tout est écrit à l'avance, et là, on a un imprévu majeur qui vient bousculer le jeu politique. C'est la preuve, encore une fois, qu'on ne peut jamais prophétiser sans être certain d'une manière ou de l'autre de se tromper. Une chose que je crains, Mathieu Bock-Côté, c'est que depuis 1995, vous le dites assez souvent à cette tribune, les souverainistes ont mis de l'eau dans leur vin, ils ont été ouverts, tolérants, multiculturels, tout ce que vous voudrez, enfin, ils se sont mis au diapason de la doxa du jour. Et il y a eu pas une répression, mais enfin un interdit intégré sur la question nationale. L'émergence de Péladeau comme ça, d'un coup, ne risque-t-il pas de précipiter les choses, de faire rêver les gens un peu trop en couleur, trop vite? Oui, ça c'est parlant à des amis souverainistes depuis dimanche, c'est la réaction de plusieurs, c'est-à-dire les indépendantistes en ce moment sont sur un high, comme on dit, ils sont dans un moment d'euphorie absolue, ils sont absolument réjouis, ils ne se peuvent plus, et ils peuvent avoir quelquefois la tentation de confondre leur état d'esprit et celui de la population en général. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas en train de s'enthousiasmer seuls, persuadés que le peuple québécois partage du coup leur enthousiasme? Il va falloir vérifier ça, non seulement par les prochains sondages, évidemment, mais plus fondamentalement, il va falloir regarder au terme de cette élection, on n'y est pas rendu, c'est le moins qu'on puisse dire, au terme de cette élection, voir la disponibilité des Québécois par rapport à la question nationale. Et là, ça nous ramène à la question identitaire. La question identitaire visait à reconstruire les fondements de la question nationale à moyen terme. Oui. Pierre-Carl Péladeau arrive et dit « Moi, je veux qu'on parle d'indépendance dès maintenant. » Et on sait qu'il a des convictions nationales identitaires et tout ça assez fortes, manifestement. Alors, dans ce contexte, eh bien, laquelle des deux perspectives va gagner? Est-ce qu'un sentiment d'urgence va finir par s'imposer? Est-ce que les souverainistes sont capables de retourner l'opinion en l'espace de quelques mois, en l'espace d'un an et demi, 2 ans? Toutes ces questions aujourd'hui se posent alors qu'elles ne se posaient pas dimanche à 11h39. Elles se posent depuis dimanche à 11h40. Vous parliez de rondelle il y a quelques minutes, Mathieu Bock-Côté. Il y a l'expression que j'aime bien. On ne va pas niaiser avec la POC. En bon français se dit, on ne va pas tergiverser avec le palais. Oui, on va le dire quand même à la québécoise parce que c'est quand même plus clair. Dernière question d'1 minute, Mathieu. Est-ce que Pierre-Carl Péladeau a laissé des écrits? Est-ce qu'on sait ce qu'il pense? On connaît l'homme d'affaires, etc. Est-ce qu'on connaît théoriquement ce qu'il pense de tout ce qui nous agite maintenant? Pas ce que j'en sais. Si tel est le cas, je serais preneur pour la lecture de ces choses-là. On l'a entendu en entrevue à quelques reprises. On sait qu'il est très engagé sur la question de l'entrepreneurship, sur la capacité pour les Québécois de contrôler leur économie. On connaît sa pensée économique. Pour le reste, manifestement, lorsqu'il nous a dit faire du Québec un pays de point droit dans les airs, manifestement, ça le travaillait depuis longtemps de dire ça publiquement, de se libérer publiquement de cette conviction. Donc, manifestement, il n'a pas dû en parler trop publiquement jusque-là. Donc, ça reste à voir. Les prochaines semaines lui donneront l'occasion de préciser sa pensée. Vous qui avez la complexité psychologique d'une fraise et moi d'une framboise, oui, bien sûr. Vous ne perdez pas de sommeil sur toutes ces histoires-là, j'espère. Non, du tout. Moi, je regarde en ce moment cette campagne avec un mélange, bien évidemment, du scepticisme indispensable à toute analyse, ne jamais se laisser, je dirais, enthousiasmer par ses propres convictions, mais je peine, je vous l'avouerai, à réprimer un enthousiasme sincère d'un indépendantiste qui voit la cause à laquelle il croit renaître en temps réel. Alors Mathieu, comptez sur moi pour tempérer un peu vos ardeurs de temps à autre. Je n'ai aucun doute et comptez sur moi pour chercher à mobiliser les vôtres. Merci beaucoup Mathieu, à jeudi prochain. Grand plaisir. Et voilà qui termine ce Midi Actualité.